nous y voilà. C'est la fin de la fabuleuse ère Ancelotti. L'Italien quitte malheureusement la Casablanca sur un échec qui fait mal à l'orgueil du madridismo, lui y compris, mais qui ne sera malgré tout qu'un revers noyé dans un océan de succès qui lui vaut tout simplement le statut de l'entraîneur le plus titré de l'histoire du plus grand club de la planète, avec un palmarès que des clubs historiques pourraient lui envier. Il est temps désormais de démarrer un nouveau cycle et ce sera Xabi Alonso, légende du club, qui depuis 11 ans célébrait à Lisbonne la décima tant attendue avec cette photo qui allait devenir iconique. Aujourd'hui, jeune entraîneur, dont les débuts impressionnent et auront suffi pour convaincre Florentino Pérez de le rapatrier. Il aura la lourde responsabilité de reconstruire une équipe usée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir sur le parcours de Xabi en tant que coach afin de mieux cerner sa personnalité plutôt, son ascension et sa vision du jeu. À 36 ans, soit un an seulement après sa retraite, la première étape de sa carrière naissante prendra forme au Real Madrid où on lui a offert sa première chance, tout comme Zidane, Raoul, Arbeloa ou encore Solari, comme quoi le Real Madrid est un club qui sait très bien traiter ses légendes, contrairement à certaines idées reçues. Et c'est donc à la Cantera, en août 2018, qu'il commencera à mettre en pratique les prémices de sa vision du football depuis un banc, avec l'Infantile A ou les U14 de Jacobo Ramon, de Chema, Yuzi. C'est tous des joueurs qu'on a vus cette saison convoqués certaines fois en première équipe. Un groupe d'enfants avec lequel, quelques mois plus tard, et à 3 journées de la fin du championnat, les enfants de Xavi sont champions de leur catégorie avec un bilan de 22 victoires et un nul en 23 journées, 142 buts inscrits et seulement 12 concédés. À la fin de cette première expérience, il recevra une offre de l'un de ses clubs formateurs, la Real Sociedad, où il dirigera leur équipe B en 2019. Un nouveau challenge, cette fois plus important, avec des joueurs plus matures pour assimiler et interagir avec ses idées tactiques. Une saison plus tard, il réalisera son premier grand exploit avec une montée sensationnelle en deuxième division espagnole qui éveillera naturellement l'attention envers son profil. Il décidera malgré tout de prolonger son aventure dans le club basque. Toutefois, la deuxième division se révélera exigeante pour lui et son jeune groupe. La relégation viendra mettre fin à leur saison ambitieuse qui se conclut également par un départ de Xabi en mai 2022, soit après 3 saisons sur le banc, malgré une nouvelle offre de prolongation. Une évolution qui en dit assez sur sa personnalité. On a devant nous un jeune technicien conscient de son potentiel, animé par des objectifs clairs et réfractaire à toute forme de confort. 5 mois plus tard, il franchira un nouveau palier en relevant son premier défi majeur en Allemagne, chez le Bayer Leverkusen, un- une équipe malade, puisque après avoir terminé troisième de Bundesliga en 2021-2022, était relégable après une seule victoire en 8 journées, mais Xavi ne laissera pas filer cette chance malgré sa difficulté. Euh, et c'est déjà courageux de sa part parce que il récupère une bonne équipe sur le papier dans un club prestigieux qui participe à la Ligue des Champions, mais le contexte est assez délicat. Surtout débarquer en cours de saison sans forcément prendre le temps de faire la connaissance de son groupe, organiser des matchs de pré-saison, etc. C'est audacieux, d'autant plus quand il s'agit d'une toute première expérience au plus haut niveau. Il avait tout à gagner, mais aussi tout à perdre. Et le 8 octobre 2022, il disputera son tout premier match dans son nouveau club. Il s'imposera 4-0 contre Schalke. Et la première chose qui m'interpelle, c'est qu'il a directement mis en place ses idées en installant euh, son 3-4-3 dans une équipe qui évoluait le plus souvent avec une ligne défensive à 4, soit un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Et d'ailleurs, à la Real Sociedad, j'ai revu séance de départ et il a le plus souvent aligné une défense à 4
Je m'attendais à ce que ce 3-4-3 avec lequel il va faire un triomphe en Allemagne soit soit une configuration qu'il qu'il préfère depuis ses débuts, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être aussi parce que les joueurs dont il disposait ne s'y adaptaient pas comme il le désirait. En tout cas, après ce festival pour sa première en Bundesliga, il se heurtera à la réalité d'une équipe boiteuse qui nécessitait naturellement un vrai remaniement. Il passera d'ailleurs 6 matchs sans la moindre victoire et finira troisième de son groupe en LDC. Mais ses dirigeants lui feront confiance et il ne les décevra pas parce qu'au bout du compte, Leverkusen terminera sixième de Bundesliga et arrivera jusqu'en demi-finale d'Europa League où il est éliminé par la Roma de son ancien coach Mourinho. Une première saison réussie donc pour le jeune tacticien qui a remis l'équipe sur de bons rails et l'objectif sera désormais d'être plus ambitieux dans un club qui n'a plus remporté le moindre titre depuis 1993, malgré avoir terminé dauphin du championnat à 5 reprises depuis cette année, surtout dans cette effroyable année 2002 où ils perdent à la fois la Ligue des Champions face au Real Madrid, la finale de Coupe d'Allemagne et la Bundesliga, finissant deuxième après avoir longtemps été à la tête du classement, ce qui leur a valu ce surnom de Neverkusen et ce statut d'éternel loser. Je fais un peu d'histoire, mais c'est important pour saisir par la suite l'ampleur de l'exploit qu'il aura réussi à accomplir la saison suivante et qui a certainement eu un immense impact pour qu'il soit au Real Madrid aujourd'hui. Cette saison 2024 qui sera un triomphe absolu pour le Bayern de Xabi Alonso, mettant un terme à une interminable traversée du désert et qui aura perduré 31 ans en les menant vers le premier titre de championnat de leur histoire avec des statistiques folles, euh, une équipe invaincue en 34 journées, meilleure défense et deuxième meilleure attaque du championnat. Ils gagneront également la Coupe d'Allemagne, ratant de peu le triplé avec cette défaite en finale d'Europa League. Euh, un succès historique. Alonso est déjà une légende au club allemand et un génie qui aura impressionné toute l'Europe par son football alléchant. Il imposa donc ce 3-4-3 comme système de référence, parfaitement rodé, avec un trio défensif solide, deux pistons explosifs, Frimpong et Grimaldo, qui étaient capables d'apporter le surnombre aussi bien dans les couloirs qu'à l'intérieur du jeu, pour perturber les défenses adverses. Un Granit Xhaka infatigable qui savait couvrir et lier les lignes pour servir de véritable point d'ancrage au milieu de terrain, puis Wirtz, ou tout simplement le cerveau offensif de l'équipe, capable de faire basculer des matchs par ses fulgurances, ses dribbles saisissants, ses passes. C'était le détonateur permanent de l'équipe. Tous ces ingrédients mélangés donc soigneusement auront contribué à la construction d'une ossature indéboulonnable. La saison suivante et sa dernière sur le sol allemand sera un peu moins brillante parce qu'il n'aura pas de titre, même s'il il laissera son équipe en deuxième place de Bundesliga, derrière le Bayern, qui l'éliminera d'ailleurs en huitième de LDC, après avoir eu le mérite de terminer sixième durant la phase de championnat. C'était mieux que le Real, City, le Bayern, le PSG et d'autres cadres européens. Une élimination ensuite en demi-finale de coupe et en même temps, on a senti que le collectif avait atteint ses limites en termes d'ambition et qu'après leur saison fantastique, il était difficile de chercher une nouvelle motivation. Je rajoute à ça le fait que pas mal de cadres avaient déjà la tête ailleurs. Alonso aussi, dont le nom revenait souvent à Madrid avec toutes les déconvenues traversées par le Real. Et donc, si je me suis autant attardé sur le chapitre Leverkusen, c'est pour souligner les éléments clés qui ont permis à Alonso d'y réussir. L'idée, c'est de pouvoir identifier plus tard le système et les joueurs qui lui permettront de reproduire ce succès-là.
cette fois dans un contexte très particulier de la Casablanca, où la victoire est une norme et une obligation quotidienne. Une particularité aussi dans sa personnalité, c'est un point que j'ai vite remarqué en préparant cet épisode, et c'est son jeune âge et sa passion pour son métier qui font qu'il garde toujours cette belle âme de joueur. Il est très proche de son groupe, il parle constamment à ses joueurs et il prend autant de plaisir qu'eux pendant les séances d'entraînement. Il participe même aux exercices certaines fois. On le voit crier, célébrer, encourager. C'est un entraîneur différent qu'on retrouvera bientôt à Valdebebas. Et c'est un détail, je pense, qui apportera aussi une ambiance différente et une nouvelle énergie dans le vestiaire. D'autant plus avec l'immense palmarès de joueurs qu'il possède. On pourrait bien le comparer à un Zidane, mais avec peut-être un trait plus expressif et plus amical. On a donc un jeune tacticien qui prône le jeu offensif, doté d'une perception moderne du football, qui connaît parfaitement bien la maison et ses attentes. C'est visiblement tout ce que réclamerait un supporter du club, même si, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il faut garder en tête son inexpérience du très haut niveau. Il aura certes toujours réalisé des exploits lors de ses 3 premières étapes, avec une ascension fulgurante, mais toujours dans des contextes où le triomphe était une belle surprise. À Madrid, ce sera une exigence incessante. Trouver un lien entre les récentes recrues du club et les hypothétiques intentions tactiques du nouveau mystère de la Casablanca, le chantier de la défense étant le plus urgent, le club a déjà officialisé Howson et les prochains seront Arnold et vraisemblablement Carreras, ce qui vient renforcer sérieusement les postes de défense centrale et les deux latéraux. Il se murmure aussi que le club pourrait bien cibler un autre défenseur axial et surtout un milieu de terrain créateur. On a lu récemment l'intérêt pour Stiller. En attaque, on ne s'attend pas à de nouveaux arrivants, à moins qu'on cherche un profil à la Joselu. Maintenant, tentons de nous mettre dans la tête de Xabi, qui sera confronté à un premier dilemme, rester fidèle à son système à 3 défenseurs qu'il a peaufiné au fil des années, ou bien s'adapter à l'héritage tactique de Madrid, où la défense à 4 est une tradition quasi intouchable. Moi, de mémoire, je n'arrive à sortir qu'une courte période où un fâcheux concours de circonstances avait obligé Zidane de rompre cette tradition, et c'était en 2021, au moins lors de cette double confrontation avec Chelsea. On avait quand même vu un Vini piston droit. Ça rappelle les souvenirs assez sombres d'une saison triste. Mais à part ça, c'était le 4-3-3 sous Zidane, ou même avec Ancelotti, 4-3-3, 4-4-2, la losange la saison dernière, un 4-2-3-1 avec Mourinho. Donc c'est clairement la base de rester sur une défense à 4. Euh, Cela dit, il aura à sa disposition l'un des meilleurs effectifs au monde. Des joueurs dans le QI football leur permet de s'accommoder à une variété d'animations tactiques. Mais à un mois de la Coupe du Monde, le temps sera le premier adversaire de l'équipe et de Xabi Alonso également s'il souhaite déjà euh, mettre en place des changements. Et cette compétition-là pourrait servir de première expérimentation avec un enjeu financier qui la rend assez importante. Avant de parcourir les différents systèmes que Xabi pourrait adopter et savoir s'il peut reproduire son plan de jeu à la Maison Blanche, j'aimerais donner un aperçu des caractéristiques de chacune des recrues du club, et ça tombe bien qu'elles soient toutes en défense parce que pour moi c'est un secteur dont les acteurs influenceront considérablement l'échec ou le succès de la potentielle ligne à 3. Je démarrerai avec Alexander Arnold, qui est principalement un latéral droit, que ce soit dans l'animation de slot ou sous Klopp. C'est deux entraîneurs donc qui
qui joue avec une ligne à 4, mais on le connaît, donc c'est un joueur ultra polyvalent, euh, avec donc un énorme potentiel offensif. Il a même joué quelquefois à milieu de terrain, que ce soit avec l'entraîneur allemand ou en sélection. Euh, donc je pense que là déjà, je pense qu'on n'aura pas de questions à se poser. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer en tant que piston, qui peut-être même serait le poste qui l'arrangerait le mieux. Euh, on le connaît, donc c'est un joueur qui euh, se projette énormément et excessivement vers le jeu offensif, où il a des qualités donc époustouflantes. Par contre, ça peut lui porter préjudice de laisser de l'espace derrière lui, de ne pas être assez rigoureux, donc pour avoir le profil d'un latéral droit, donc assez dur sur l'homme. Et on l'a vu, il peut avoir certaines errances pour laisser des espaces derrière lui, pour des fois se faire dribbler aisément. Mais attention, il ne faut pas quand même tomber dans le cliché du joueur qui est nul défensivement. Il a des carences, certes, mais je pense qu'il n'aurait pas fait long feu à un club comme Liverpool s'il était vraiment donc faible en tant que défenseur dans son poste actuel. Cela dit, donc je pense qu'il serait mieux adapté au poste de piston et beaucoup moins exposé donc défensivement. Et ensuite, Dean Howson, pas assez d'expérience, 20 ans seulement, mais avec une saison impressionnante en Angleterre où il a brillé dans une configuration à 4 défenseurs. Il a rarement joué dans une arrière-garde à 3, quelquefois à la Roma de Mourinho. Et je pense que pour un axial, il n'y a pas besoin d'avoir des qualités techniques particulières pour évoluer dans une charnière à 3 éléments. Le plus important, c'est de parvenir à une excellente entente avec tes 2 partenaires et ton gardien. Je conclurai avec le nom de Carreras, ancien canterano et jeune latéral droit qui a fait ses preuves à Benfica. Là aussi, comme Howson, il n'a qu'une seule saison complète dans les jambes. Un acteur habitué, lui aussi, à une organisation à 4, même s'il a joué piston il y a 2 ans en D2 anglaise et quelques fois à Granada. Physiquement, c'est un grand joueur. Il mesure 1,86 m et c'est quelqu'un de costaud aussi parce que j'ai vu son historique. Il n'a plus subi de blessures depuis 2022. Il est à l'aise balle au pied techniquement. Il n'hésite pas à faire des passes longues, soit pour centrer ou pour changer d'aile. Doté d'une bonne lecture de jeu aussi pour un défenseur. Rapide malgré sa grande taille. Et il aime beaucoup se projeter pour gagner des mètres avec ses enjambées. Mais moi, personnellement, et avec que ce soit les quelques compilations que j'ai vues de lui, les quelques bouts de match, je pense qu'il serait mieux exploité en tant que latéral. Donc là, un point en commun entre les 3 joueurs. Ils sont bien évidemment tous talentueux, polyvalents aussi, mais ils ont tous excellé dans des configurations à 4 composants. Et ça, ce sera un élément à prendre en considération malgré tout. Voilà, donc sans tarder, je démarre avec la première option, là où Xabi prendra le moins de risques et respectera, disons, les codes tactiques existants. Ici, l'idée sera de se dire, on garde les bases et on renforce ce qui a handicapé l'équipe la saison dernière, à savoir les postes de latéraux, puis avec Howson qui renforce la défense centrale, à la fois pour assurer une forte concurrence avec Rudiger, Asensio, Militao, qui revient de blessure, et aussi pour pousser probablement vers la sortie des joueurs comme Alaba ou Mendy. Là, évidemment, l'objectif n'est pas d'élaborer un 11 type, puisqu'on ne sera jamais d'accord sur un tel ou tel joueur. J'ai titularisé Asensio, mais j'aurais pu mettre Howson. L'intention, c'est plutôt d'avoir un modèle du schéma de jeu. Euh,
même si ce 4-3-3 sera conditionné aussi par l'avenir flou de Rodrigo, qui à date, c'est plus sa continuité qui me surprendrait personnellement que l'inverse. Défensivement, Arnold ne sera jamais pire qu'un Vasquez, et ça c'est une certitude. Et puis avec un Valverde, un Tchouaméni, un Camavinga aussi, ces montées seront très bien couvertes pour qu'ils puissent régaler ses attaquants. Donc là déjà, premier point, c'est qu'on aura une diversité et une richesse au niveau des choix en défense. Euh, il y aura toujours du Carvajal, Fran, Mendy, peut-être s'il reste, Militao, Howson, comme je l'ai cité. En milieu de terrain, on a déjà un excellent milieu de terrain avec trois éléments assez euh, physiques, des joueurs de projection, mais pas que, parce qu'il y a de la technique aussi. Il y a la puissance de frappe euh, et cette électricité de Valverde, son expérience aussi, parce que quand même euh, il ne porte peut-être pas encore le brassard, mais c'est un leader, un vrai leader sur le terrain. Même chose pour Bellingham, une technique hors du commun. Tchouaméni aussi qui a retrouvé une bonne forme en deuxième partie de saison. Je rajoute à cela Camavinga, un Güler aussi, Güler qui peut apporter pas mal de choses. Alors, il y a un immense chapitre de l'histoire du Real Madrid qui se clôture avec le départ de la légende Modric. Euh, mais ça, j'en ai déjà parlé, c'était une nécessité donc pour redémarrer sur un nouveau cycle. Il y aura toujours Ceballos, je pense, même si son avenir reste incertain pour le moment. Et l'objectif n'est pas évidemment de parler mercato dans cet épisode, mais je pense que le club a aussi l'intention de chercher un profil différent de ce qu'il a aujourd'hui. Ça parle énormément de Stiller, mais je pense qu'il y aura d'autres options aussi sur la table. Un joueur créateur, pas forcément une star qui va venir avec un statut de titulaire, mais une doublure qui saura quand même aller titiller les titulaires pour bousculer la hiérarchie, pour aussi ramener une patte euh, différente dans le jeu, un profil créatif qui peut organiser le jeu, contrôler le tempo. Euh, donc voilà. Puis en attaque, je pense que je l'ai dit, donc ce schéma-là sera conditionné par la présence ou pas de Rodrigo. Sinon, pour les deux autres, on connaît leur qualité, ce qu'ils peuvent faire, surtout dans dans une animation bien rodée, bien solide, où ils n'auront pas donc à se marcher dessus, produire des efforts qui ne sont pas les leurs. Donc là, je pense que avec un 4-3-3 plus ou moins classique, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est l'héritage de au moins les 15 dernières années au Real Madrid, euh, parce que moi j'estime aussi euh, qu'un schéma de jeu, qu'une configuration, ça fait aussi partie de la culture d'un club. Et avec cette animation-là, je pense qu'on aura le plus de certitude au niveau du groupe existant. Je ne dis pas qu'il sera impossible pour ces joueurs de jouer à 3, à un 3-5-2, un 3-4-3, mais au moins là, on sait comment ça fonctionnera et ce sera après au coach de, de rajouter donc sa touche magique. Un hypothétique départ de Rodrigo nous mettra logiquement devant la réalité du retour au 4-4-2 de 2024. Et 4-4-2 avec deux dispositions pour moi. Une première où Xavi donnera donc les clés de la créativité à Arda Güler, qui serait un peu son Wirtz de Madrid. Et pour ça, il faudra un vrai travail de la part du coach, déjà pour faire parvenir sa pépite turque à un niveau élevé de régularité, polir son talent et le rendre capable d'influer sur le sort de chaque match. Une redéfinition aussi du rôle de Bellingham, également qui ne devra plus se considérer comme attaquant, être moins conditionné pour marquer, mais surtout
pour fluidifier le jeu grâce à sa finesse technique. Il peut et il va toujours marquer des buts, mais vous l'avez compris, sans se retrouver constamment dans les 16,50 m de l'adversaire. Euh, Exploiter aussi son volume de jeu pour apporter ce deuxième souffle à l'entrejeu, plutôt que de multiplier les courses pour combler les nombreuses carences à l'image de ce qu'on a vu cette saison de sa part. Puis, toujours dans ce 4-4-2, cette deuxième disposition où le crack de Birmingham avait découvert son appétence pour les buts et où il offre un vrai atout dans le jeu aérien, ce faux neuf à la fois technique, physique, intelligent, imprévisible. Euh, la présence d'un Kamavinga qui pour moi doit changer définitivement de statut sous Xavi, se libérer de ses pépins physiques qui viennent à chaque fois étouffer ses montées en puissance. On l'oublie aussi, il n'a que 22 ans, mais ce sera le bon moment pour exploser. Güler peut évidemment toujours apporter sa touche créative dans ce système. Il aura certainement plus de responsabilités la saison prochaine. Et bien évidemment, il y aura Ceballos pour la rotation, potentiel recrue aussi. Et mine de rien, on commence quand même à se rapprocher vers quelque chose qui a vraiment de la gueule. Je sais que beaucoup vont toujours sortir l'argument du milieu de terrain peu créatif, peut-être trop physique, qui manque d'inspiration, qui manque de fluidité. Mais moi personnellement, euh, je n'ai pas envie de croire qu'un milieu de terrain avec Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham ne peut pas concourir avec les meilleurs entrejeux du monde et aller donc reconquérir l'Espagne et l'Europe. Après, que ce soit en 4-3-3 ou 4-4-2, Xabi Alonso devra sans doute innover pour optimiser les circuits de jeu avec une approche plus moderne, pour fluidifier les séquences de transition, intensifier le volume de jeu, fructifier la possession, les mouvements sans ballon, un jeu plus vertical. Vous l'avez compris, maintenir les bases ne voudra pas dire se reposer sur l'héritage de ses prédécesseurs et ne miser que sur un mercato pour se relancer. On arrive au schéma de jeu préféré de Xavi, dans lequel il a renversé la domination du Bayern la saison passée, dont il maîtrise les secrets, des secrets qu'il devra prendre le temps d'inculquer à ses joueurs, et un système qui, théoriquement, arrangera très bien Arnold grâce à sa large palette technique. Il pourra se transformer en milieu en phase de possession. Un Rudiger, par exemple, qui a longtemps joué dans cette animation à Chelsea. Les deux pistons pourront décharger les trios de devant de leur travail défensif par rapport à un 4-3-3, par exemple. Mais là déjà, première chose, c'est que tu réduis le milieu de terrain. Ça voudra dire laisser à la fois Tchouaméni et Kamavinga sur le banc. Le fait de remplacer un Rodrigo par Güler, par exemple, instaurer davantage d'équilibre entre le milieu et l'attaque. Une raison de plus pour laquelle je vois mal Rodrigo faire partie de l'effectif la prochaine saison. Et dans ces circonstances-là, qui ressemblerait à une vraie révolution pour mettre en place ce 3-4-3, la défense à 3, le milieu à 2, beaucoup de choses à retravailler dans ce groupe et pas mal d'incertitudes à mon sens. Et pour terminer ce 3-5-2, que je considère la configuration idéale pour fusionner la perception tactique de Xavi et ce que ces nouveaux joueurs connaissent déjà. C'est une sorte de mélange entre le 3-4-3 et le 4-4-2, avec Bellingham qui peut alterner entre milieu relayeur et faux neuf en phase offensive, garder le duo Vini-Mbappé, Arnold toujours dans un rôle de piston slash quatrième milieu de terrain. Ça peut toujours faire tourner avec Güler, Kamavinga, Ceballos, pour avoir des outils différents selon la nature de l'adversaire. Ça peut aussi arranger des joueurs qui n'auraient pas de place dans d'autres schémas. Je pense à Alaba, par exemple, qui peut servir de piston ou de troisième défenseur central. Et on n'oublie évidemment pas hein, les Carvajal, Brahim, Hendrick, pour une profondeur de banc plus impactante.
Carvajal, on en parle aujourd'hui en tant que remplaçant parce que il a eu cette longue blessure, mais je pense que il va revenir progressivement. Ça ne va pas être facile. Je pense déjà qu'il est sur dernière ligne droite de sa récupération pour au moins faire partie du voyage aux États-Unis. Donc pour la prochaine saison, je pense que il va retrouver ses forces, mais avec la présence d'Arnold, il y a vraiment aucune urgence à précipiter son retour. Voilà. Pour terminer, je pense que quel que soit le système que Xabi choisira pour entamer cette nouvelle ère au Real Madrid, une chose est sûre, il devra trouver l'équilibre parfait entre ses principes de jeu et l'ADN du club. Chaque schéma tactique offre ses promesses, mais aussi ses défis. L'effectif étant riche en profils variés et en talents d'élite, lui offre une palette presque infinie de possibilités et de combinaisons. Il reste à savoir si s'il osera et surtout réussira à imposer sa signature dès le départ. Mais une chose est sûre, c'est une nouvelle version du Real Madrid qui se prépare avec Xabi et qu'on a tous hâte de découvrir. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque cette Coupe du Monde des clubs approche à grands pas. Et voilà qui conclut cet épisode où l'on a retracé l'ascension fulgurante de Xabi Alonso et exploré en profondeur les différentes animations tactiques qu'il pourrait instaurer dans ce nouveau Real Madrid. Je vous laisse choisir par vous-même quel système vous semble le plus adapté au regard des idées du coach et de l'effectif à sa disposition. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à la Madrid.